Notre envoyé spécial à Marrakech, Omar Nying, que nous retrouvons pour nous parler de cette intervention du président Macky Sall. Oui, bonsoir cher Traoré, bienvenue à Marrakech où se tient depuis ce matin donc la COP22, la conférence des partis chargée donc de travailler, de réfléchir sur la réduction de gaz à effet de serre. Cette conférence très importante pour la préservation de l'environnement dans lequel nous vivons. Vous le savez, donc le président de la République est présent. Il a pris part tout à l'heure à la cérémonie d'ouverture et tout à l'heure le président de la République va faire son intervention pour lancer le message. Vous savez qu'il y a à tour de rôle des prises de parole côté président, du côté donc des chefs d'État qui sont présents ici. Et le président de la République arrive tout à l'heure. On le sait, le Sénégal, dans ce cadre-là, est en bonne voie puisque vous n'ignorez pas les grandes réformes ou la politique très dynamique que le chef de l'État est en train de prendre en charge dans ce cadre avec notamment le mix énergétique. Vous avez vu récemment l'inauguration de 2 centrales électriques et à l'horizon 2018, le président de la République vise 30% donc à ce niveau-là pour évidemment contribuer à la réduction qui est souhaitée dans le cadre de la COP, réduction donc du gaz à effet de serre. Alors, le président de la République donc apparemment il va le faire tout de suite. Nous allons basculer dans la salle pour vous permettre, mesdames, messieurs, d'écouter son Excellence le président Macky Sall qui va intervenir devant l'Assemblée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Majesté, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, le Sénégal salue la conférence des États partis sur les... Je remercie et félicite Sa Majesté le roi Mohamed VI et son gouvernement, ainsi que le peuple marocain, pour l'accueil chaleureux et la parfaite sur la question du climat, si vitale pour les générations actuelles et futures. À la COP 21 de Paris, nous avons aujourd'hui ratifié par la majorité des États partis, y compris les principaux pays émetteurs. C'est un grand progrès dans les efforts communs que nous menons pour contenir le réchauffement global en deçà du seuil limite de 2 degrés Celsius pour une planète écologiquement viable. Pour que l'esprit de Paris demeure, la COP22 de Marrakech doit être celle de l'action, celle des initiatives concrètes sur l'atténuation, l'adaptation, le transfert de technologies, le financement et le renforcement des capacités face aux phénomènes climatiques extrêmes. Le Sénégal appelle en particulier à la clarification des modalités de financement des contributions déterminées au niveau national et à la simplification des procédures et formalités d'accès aux ressources du Fonds vert pour le climat. C'est l'essence même de la responsabilité commune, mais différenciée, et du respect par tous des engagements convenus. À ce titre, et dans le cadre de sa contribution déterminée au niveau national, le Sénégal s'est résolument engagé dans la mise en œuvre d'une stratégie globale de mix énergétique. Ainsi, en plus de 2 centrales solaires que nous venons de mettre en service il y a quelques semaines,
grâce à un partenariat public-privé, nous réaliserons d'ici 2018 7 autres projets d'énergie solaire et éolienne, dont 5 seront opérationnels dès l'année prochaine. Au total, le taux d'énergie renouvelable au Sénégal sera porté à 30% en 2018. Notre politique de renouvellement du parc automobile et de redéploiement du réseau ferroviaire s'inscrit dans la même dynamique de contribution aux efforts mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En conséquence, et c'est l'appel que je lance aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, le meilleur soutien que nous attendons dans ce domaine, c'est d'appuyer directement les projets de production d'énergie propre pour rendre le coût plus compétitif. C'est ainsi que nous réussirons la transition vers les énergies non polluantes pour un développement durable, parce que respectueux du droit des générations actuelles et futures à un environnement viable. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, vous venez d'entendre donc le chef de l'État, le président Macky Sall. Comme je l'annonçais, il a d'abord tenu à féliciter le roi Mohamed VI pour la parfaite organisation de cet événement. Vous le savez aussi, la COP22 suit la COP21 qui s'est tenue à Paris, vous vous souvenez. Évidemment, il est parti de Paris, comme vous l'avez entendu, et il a insisté sur les modalités de financement et la simplification donc des procédures. Et puis, vous le savez, le mix énergétique auquel il tient beaucoup avec les deux centrales et le taux qu'il vise à l'horizon 2018, les 30%. Évidemment, là, il appelle, compte tenu de tous ces projets-là, il appelle donc la communauté internationale à appuyer ces projets qui sont de grande envergure et qui vont contribuer à préserver l'environnement, comme le souhaite évidemment cette conférence très importante qui se tient ici à Marrakech. Tout à l'heure, le chef de l'État va aller visiter le stand du Sénégal et communier évidemment avec la délégation sénégalaise. Ce sont des moments sur lesquels nous reviendrons. Oumar Gningue, merci. Oumar Gningue, envoyé spécial à Marrakech où le chef de l'État participe aux travaux de la COP 22. La coopération sénégalo-luxembourgeoise est un modèle d'aide budgétisée. La revue et l'évaluation à mi-parcours du programme indicatif de coopération PIC 3 a permis de le constater. Les deux pays ont convenu de prolonger ce programme jusqu'en 2017 et lancent déjà les bases du PIC 4 Fantabadji. Le Sénégal a une fois de plus fait preuve d'une grande maîtrise et d'une expérience des politiques et programmes de développement. Il vient en effet de bénéficier de la confiance renouvelée du Grand-Duché de Luxembourg qui a décidé de prolonger d'une année le programme indicatif de coopération PIC 3. Nous avions des zones où nous n'avions pratiquement rien. Les centres de formation ont démarré. Nous sommes aujourd'hui dans cette région au niveau du Sénégal grâce à ce partenariat. Le taux d'exécution est satisfaisant. Le montant de notre aide dans les différents secteurs qui est de 50 milliards de francs CFA, ce qui est quand même une somme très très importante, mais qui est bien justifiée. Et c'est pour ça qu'on a également prolongé d'une année ce PIC 3. Le programme concerne les domaines de la santé, de la formation, de l'insertion professionnelle, de l'assainissement, de l'eau, de l'environnement et de la bonne gouvernance. Les objectifs définis au début de sa mise en œuvre ont été atteints. Le partenaire luxembourgeois et le Sénégal décident conjointement de maintenir le PIC 3 et de l'aligner aux objectifs du PSE. Après avoir fait maintenant le point à mi-parcours, on est déjà en train de préparer un PIC 4, donc un programme indicatif de coopération qui restera à nouveau dans les mêmes stratégies, dans les mêmes sujets qu'on a actuellement. Nous avons beaucoup de points positifs par rapport à cette belle coopération qui fait exemple. Et nous sommes en train de se projeter, de préparer le PIC 4 qui arrive en réajustant
en améliorant encore davantage nos procédures et nos méthodes. La coopération entre le Sénégal et le Luxembourg a débuté en 1987. Le partenariat maintenu depuis témoigne ainsi de l'engagement fort et continu du Grand-Duché en faveur de l'émergence du Sénégal. Un autre programme est prévu pour succéder au PIC 3. La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats du 18e concours de médecine du CAMES a eu lieu cet après-midi à l'UCAD. Sur les 201 candidats, 172 ont été déclarés admis. Le Sénégal a obtenu un taux de réussite satisfaisant avec 85% de réussite. Seydina Lufal. De très bons résultats à l'issue du 18e concours d'agrégation en médecine du CAMES. Sur les 201 candidats, 172 ont été reçus, soit 85,57% de taux de réussite. 40 candidats sénégalais ont participé au concours, 34 ont été admis, soit 85% de réussite pour le Sénégal. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar avait 28 candidats, 23 sont admis. L'université de Thiès avait 4 candidats, tous les 4 ont été reçus. L'université Gaston Berger de Saint-Louis avait un candidat qui a été reçu. L'école vétérinaire avait 6 candidats, tous ont été reçus. Au total, le concours a été une réussite. Je voudrais inscrire en premier lieu le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, chef de l'État, grand donateur du CAMES. Dans le pays nous a une fois de plus et une fois encore si bien accueillis en nous donnant les moyens pour aboutir à un concours réussi. De nouveaux défis se dressent désormais face à ces désormais maîtres de conférences agrégés. Vous aurez à contribuer, comme vos maîtres, à qui je rends hommage, à faciliter l'accès aux spécialités médicales aux populations les plus éloignées des grands centres urbains. Au CAMES, je voudrais transmettre au nom de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, du gouvernement et du peuple sénégalais, notre profonde gratitude pour la confiance placée au Sénégal pour accueillir pour la 3e fois les épreuves de ce prestigieux concours. La cérémonie de réception des enseignants-chercheurs dans l'ordre international du CAMES a mis fin à l'événement. L'Office national des pupilles de la Nation a procédé à la remise d'ordinateurs et autres kits scolaires aux pupilles bacheliers. Cette démarche permet d'améliorer les conditions d'études et de recherche de ces nouveaux bacheliers à Basso. L'outil informatique est devenu incontournable pour les études supérieures. En dotant les 18 nouveaux bacheliers pupilles de la Nation d'ordinateurs, l'Office national des pupilles de la Nation améliore ainsi les performances de ces nouveaux diplômés de l'enseignement supérieur. Ils nous ont soutenus et ils nous ont beaucoup aussi encouragés dans les études. Et je les remercie, je suis très contente. Cela démontre une volonté de l'Office et des membres qui le composent, et bien entendu par ricochet l'État du Sénégal, à œuvrer pour encourager cette catégorie vulnérable, pour leur donner vraiment, les encourager davantage à œuvrer pour qu'ils deviennent demain vraiment, je dirais, la crème de notre société. Pour que cette crème puisse émerger, il faut forcément un bon encadrement. C'est ce qui justifie la démarche de l'ONPL qui a élargi l'offre au public qui vient de réussir au brevet de fin d'études. Cette activité phare, inscrite en bonne place dans le plan d'action annuel de l'Office national des pupilles de la Nation, vise à assurer la consolidation de la performance des enfants dans les études afin de garantir une certaine compétitivité sur le plan scolaire. Vous le savez, les enfants constituent aujourd'hui le socle du tissu économique et social du Sénégal et à ce titre, ils peuvent être considérés comme un levier puissant dont l'impact en matière de développement n'est plus à démontrer. Ils sont au total 49 jeunes à bénéficier d'ordinateurs ou de kits scolaires. La remise s'est faite en présence des autorités civiles et militaires. La situation du tourisme au Sénégal, Maïmouna Ndoye Seck poursuit sa tournée dans les différents sites. Le ministre du Tourisme s'est rendu au Lac Rose et à la Somone, deux sites touristiques d'une importance capitale, mais qui ne manquent pas de problèmes. Aramdao. Le Lac Rose, une merveille sénégalaise. Un lieu attrayant et pluriel, avec, au-delà du lac exceptionnel,
des dunes et une belle plage. Que des occasions de loisirs et de découvertes, il y a, cela dit, une ombre au tableau. Il y a plusieurs mots, l'éclairage public, la sécurité, tout ça, c'est des problèmes auxquels on est confronté. La sécurité, on a la présence des ASP, mais malheureusement, ils ne sont pas équipés. La gendarmerie est là, mais ils assurent la sécurité de plusieurs villages en plus des hôtels. Ce n'est pas suffisant. Donc il faut une police touristique sur place. L'éclairage public, à part les hôtels, il n'y a pas d'éclairage public. Le soir, c'est très sombre. Les portes sont là, mais il n'y a pas d'éclairage public. Bon, comme l'a dit tout à l'heure le maire, il y a un début de solution parce qu'il paraît que le président a promis 65 km d'éclairage public. Je pense que le Lac Rose en fera partie. La tutelle est là pour échanger sur toutes ces questions et dégager avec ses acteurs des pistes de solutions. Il y a des problèmes de fond qui ont été formulés, mais que nous connaissons, puisque ce sont même les tours opérateurs qui vont convenir les touristes qui nous ont déjà sensibilisés sur ces questions, comme l'insalubrité, comme l'encombrement, comme la qualité des réceptifs et la qualité du produit. Nous sommes venus discuter, parce que nous avons des programmes, comment mettre en œuvre de façon efficace les programmes qui sont prévus pour relever tous les défis et régler les problèmes qui ont été soulevés. Le lac et ses magnifiques reflets, ce monde et sa splendide biodiversité, des sites qui ont partagé l'agenda du ministre dans une démarche de préservation et de valorisation des potentialités touristiques. Depuis l'année dernière, on a eu une croissance positive en termes d'arrivées touristiques et nous dépassons maintenant le 1 million de touristes. C'est dire que les mesures déjà prises ont porté leurs fruits et nous sommes venus partager avec les acteurs des mesures additionnelles telles que la mise en place de mécanismes de financement pour les sensibiliser à développer des projets porteurs pouvant bénéficier de l'apport de ces financements. Le crédit hôtelier fait partie de ces mécanismes financiers pris par l'État pour appuyer les acteurs du secteur. Il est doté de 5 milliards et va financer des projets de réhabilitation. Il servira également à développer de nouveaux projets touristiques. Installation officielle du tout nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, c'était à la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane. Le général de division Maïssa Niang a pris les commandes de l'institution. Il promet une sécurité de proximité pour un Sénégal de paix. Ousmane Doy. Pour l'installation officielle du tout nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale, par ailleurs directeur de la justice militaire, rien ne doit être laissé au hasard. Tous les atouts étaient là pour rendre solennelle la cérémonie. Une cérémonie empreinte d'honneur et de légende, car consacrant la prise de fonction du tout nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale, par ailleurs directeur de la justice militaire, le général de division Maïssa Niang. Homme de confiance, suscitant un grand respect auprès de ses pairs à travers ses brillants états de service. De quoi faire dire au ministre des Forces armées, Augustin Tine, que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. J'appelle donc tous les gendarmes, comme il l'a fait, à l'accompagner dans le travail qui lui est confié aujourd'hui. J'exhorte aussi tous les Sénégalais à s'approprier le haut commandant qui vient d'être nommé pour qu'il puisse réussir sa mission. Il a pris la nette mesure de la situation aujourd'hui dans notre pays. Que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau de l'armement, que ce soit au niveau des anciens, il a décliné une feuille de route qui vraiment nous agrée totalement. Le général de division Maïssa Niang, toute sa carrière durant, a servi avec honneur et loyauté les forces armées sénégalaises à travers ce haut corps d'élite qu'est la gendarmerie nationale. Un nouveau jour pour le général, mais aussi et surtout un nouveau défi pour la gestion de la sécurité des biens et des personnes. La mission de sécurité est globale. Elle interpelle les forces de sécurité et de défense, mais également les populations, les collectivités, toutes les composantes de la nation sont interpellées dans la prise en charge de la demande de sécurité. Il leur appartient donc à nos chers concitoyens de collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans un contexte sécuritaire très tendu actuellement avec la menace terroriste qui est prégnante un peu partout dans nos différents États. C'est le moment donc de demander à nos populations de collaborer efficacement en fournissant le renseignement et en appelant à la prévention
tout ce qui leur paraît suspect dans leur territoire d'habitation. Au terme de la cérémonie, à circonstances nouvelles, événements exceptionnels. Défilé de classe exceptionnel, le rythme et la cadence bien mesurés pour souhaiter plein succès au tout nouveau boss de la gendarmerie nationale, le général de division Maïssa Niang. Et c'est parti pour un nouvel élan avec une nouvelle vision portée par l'homme fort du moment, le général de division Maïssa Niang. Je vous l'annonçais dans les titres, l'invité du 20h est le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Ibrahima Diallo, directeur général de la direction de l'automatisation du fichier. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Avec lui, donc, nous allons faire le point sur les opérations en cours qui sont relatives donc à la confection et à la délivrance de la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO lancée par le chef d'État. C'était le 4 octobre dernier. Alors, monsieur Diallo, le déploiement des commissions administratives se poursuit actuellement sur le terrain. Où est-ce que vous en êtes exactement? Je vous remercie, monsieur Cheikh Traoré. En effet, depuis le lancement de l'opération, nous nous sommes employés à déployer les commissions administratives chargées d'enregistrer donc les citoyens qui souhaitent disposer de la nouvelle carte d'identité CEDEAO, mais aussi de confirmer leur inscription sur le fichier électoral. Actuellement, nous sommes présents dans toutes les préfectures du pays. Nous avons commencé dans un premier temps par la région de Dakar. Comme vous le savez, la région de Dakar, c'est pratiquement le tiers du fichier électoral. Ensuite, cette année, il y a une innovation majeure qui a été introduite, c'est la compétence nationale. Vous pouvez donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous inscrire sur le fichier pour voter dans un endroit différent. Et comme à Dakar, vraiment, la plupart des populations se retrouvent, nous avons mis l'accent donc sur la région de Dakar. Donc, en dehors des préfectures qui sont donc ouvertes à Dakar, elles sont 4. Nous avons ouvert également des commissions administratives au niveau des sous-préfectures de la région. Donc, pour le département de Dakar, nous en avons 4. Nous avons donc la sous-préfecture du Plateau, la sous-préfecture de Grand Dakar, la sous-préfecture des Parcelles Assainies et la sous-préfecture des Almadies. Et pour les autres départements, pour Pikine, nous avons Pikine, Dagoudane, nous avons Lignaï, nous avons Thiaroye. Nous avons également ouvert donc pour le département de Guédiawaye, nous avons Guédiawaye, la préfecture et la sous-préfecture de Guédiawaye. Et pour le département de Rufisque, nous avons Rufisque Est et Bambila. Donc en dehors des préfectures ouvertes dans la région, nous avons les sous-préfectures, mais également depuis cette semaine, nous avons renforcé par des commissions mobiles qui sont présentes dans les communes donc de ces sous-préfectures. D'accord. Alors concernant, j'allais en venir, ces commissions mobiles, certains parlent souvent de lenteur avec les commissions qui ne sont pas tellement nombreuses, alors qu'il y a un nombre important de personnes qui veulent avoir la carte d'identité. En plus des commissions mobiles, est-ce que vous avez prévu un autre dispositif pour venir en appoint à l'existant? Je pense qu'il faut saluer d'abord cet engouement des Sénégalais pour cette nouvelle carte. Parce que, comme nous le savons, le ministère a pour ambition de déployer l'ensemble des commissions d'ici la fin du mois de novembre. Nous allons normalement nous retrouver avec près de 500 commissions qui vont fonctionner sur l'ensemble du territoire. Nous aurons à peu près 200 commissions fixes et près de 300 commissions mobiles. Donc, pour une opération de cette envergure, nous avons jugé utile de démarrer par une période d'essai à proximité, donc dans la région de Dakar. Et au fur et à mesure que les opérations se déroulent, les opérateurs s'habituent donc à ces logiciels et le rythme évolue. Et nous n'avons pas un seul centre aujourd'hui qui fait moins de 100 dossiers par jour. Nous avons même des centres qui se retrouvent avec près de 200 dossiers déposés par jour. Et si nous considérons donc qu'en fin novembre, nous aurons 500 commissions, à raison de 100 qui est le minimum, nous nous retrouverons avec 50 000 dossiers donc déposés par jour. Et si nous le reportons sur le mois, nous pouvons nous retrouver à 1 500 000 dossiers déposés, parce que je rappelle que les commissions travaillent également le dimanche, parce que nous avons prévu des suppléances au niveau des commissions. Alors donc sur 4 mois d'opération, nous serons au-delà des 5 millions d'électeurs actuels. D'accord, donc avec ce rythme, vous n'êtes pas, ce rythme-là ne vous inquiète pas tellement pour l'atteinte de vos objectifs. Si on sait que vous devez enrôler quand même beaucoup de personnes, parce que en prévision notamment des échéances électorales, puisque cette carte fera également office de carte d'électeur. Exactement, c'est une innovation qui a été introduite, parce que cette carte CEDEAO
CEDEAO est une carte multi-application qui peut donc accepter d'autres applications que l'identité. Donc le Sénégal a décidé d'en faire une carte d'électeur. Je dois rappeler que le fichier électoral est aujourd'hui un fichier de 5 700 000 électeurs, dans lesquels nous pensons qu'il y a un stock mort important parce que jamais 3 millions de Sénégalais n'ont voté. Donc nous avons pour objectif d'arriver au moins à 4 millions d'électeurs actifs à la fin donc, de cette opération qui est censée aller jusqu'en mars-avril. Donc nous n'avons pas d'inquiétude, au contraire, nous saluons l'engouement des Sénégalais et nous nous organisons vraiment d'arrache-pied pour faire face à cette affluence des Sénégalais. Donc sur Dakar, nous avons mis le paquet. À partir de cette semaine, nous allons partir vers les sous-préfectures, donc à l'intérieur du pays, en commençant par les sous-préfectures des régions centres, c'est-à-dire la région de Thiès, Louga, Saint-Louis, Fatick, Diourbel et Kaolack et Kaffrine. Ensuite, nous nous déporterons vers les autres sous-préfectures des régions périphériques. Et enfin, nous irons vers la diaspora vers la fin du mois. Et nous allons aussi mettre en branle des commissions mobiles qui seront déployées en fonction de l'affluence qui nous sera signalée par les différents sous-préfets et préfets dans les régions. Une dernière question, monsieur le commissaire. Donc, vous avez parlé du fichier électoral. Où est-ce que vous en êtes avec les opérations de refonte partielle? Justement, ce sont ces commissions administratives qui font les opérations combinées d'enrôlement donc de la carte nationale, la carte CEDEAO, et en même temps, vous confirmez votre souhait de demeurer dans le fichier en gardant votre adresse électorale, ou alors vous le confirmez en souhaitant donc le changement de cette adresse électorale, ou enfin vous êtes un nouvel électeur et vous voulez vous inscrire. Vous n'avez jamais été inscrit et vous souhaitez le faire. Ensuite, les populations auront ces informations sur place. Absolument. Sur place, il y a une fiche, donc la commission qui est composée donc d'un président désigné par l'autorité administrative, d'un représentant de la Sénat, un représentant de la ville et éventuellement un représentant des partis politiques qui le souhaitent. C'est cette commission qui remplit une fiche dans laquelle vous avez 3 options sur lesquelles vous devez vous prononcer. Il vous sera remis un récépissé. Et au bout d'un mois, donc, cette carte-là sera disponible. Nous sommes en train d'ailleurs de nous organiser pour installer toute, disons, la panoplie qui va servir donc à l'édition de toutes ces cartes. Et dès la fin du mois, tous les dossiers qui ont été enrôlés vont faire donc l'objet de cartes. Et les Sénégalais devront s'organiser pour venir retirer ces cartes. Et enfin, il y a une deuxième population qui est concernée. C'est la population des gens qui n'ont pas l'âge électoral, donc qui ont moins de 18 ans. Et les Sénégalais qui ont l'âge électoral mais qui ne souhaitent pas demeurer dans les listes électorales. Ces Sénégalais-là, il est prévu à partir de la fin du mois de novembre de les inscrire au niveau des commissariats de police, d'instruire leur demande de carte d'identité puisqu'ils ne souhaitent avoir que la carte nationale d'identité. Donc ils pourront aller dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie et se faire délivrer leur carte d'identité CEDEAO. D'accord. Monsieur le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Ibrahima Diallo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'automatisation, le directeur général de l'automatisation du fichier. Oui, je voudrais préciser que pendant cette période justement d'instruction des cartes nationales d'identité, il y a des dispositions transitoires qui sont prises. Et notamment les Sénégalais qui souhaitent avoir un passeport et qui n'ont pas encore de carte d'identité ou pour lesquels les cartes d'identité sont périmées. Il est prévu une procédure qu'on appelle procédure d'immatriculation, qui consiste à les doter d'un numéro provisoire donc de carte d'identité et avec cela ils peuvent se faire établir leur passeport. Il y a enfin les étudiants qui veulent faire des préinscriptions au niveau des universités qui n'ont pas de carte d'identité. À ces gens-là également nous pouvons faire une immatriculation. Il suffit qu'ils le demandent au niveau de la DAF en fournissant un extrait de naissance et ce certificat d'immatriculation leur permet également de faire ces inscriptions-là. Et enfin, il nous est reproché le fait de ne pas tenir compte du fait de difficultés qui pourraient être connues dans les zones rurales pour disposer d'une photocopie de la carte d'identité au moment de l'inscription au niveau des commissions. À ce niveau-là, la réflexion est en cours pour voir comment faire face à cette difficulté dans les zones rurales. C'est des précisions importantes en effet, monsieur Ibrahima Diallo. Vous êtes donc, je rappelle, vous êtes commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle et vous êtes le directeur général de la DAF, c'est la direction de l'automatisation du fichier, et que vous étiez sur ce plateau pour nous parler des opérations pour l'obtention de la carte d'identité biométrique CEDEAO.
Nous allons à présent à Touba retrouver nos équipes Touba qui se préparent pour le Grand Magal qui sera organisé dans moins de 4 jours maintenant. Et nous avons avec nous Habibou Mbaye, je crois. Habibou, bonsoir. Cheikh Traoré, c'est Cheikh Bamba Gueye, bonsoir. Cheikh Bamba, bonsoir. Alors, comment ça se passe à Touba? Bonsoir, Cheikh Traoré. C'est tout un plaisir de vous retrouver ici, depuis la ville sainte de Touba, Cheikh Traoré. Tout le plaisir est pour nous, Bamba. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous ce soir? Voilà, cher, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous savez que, cher, on est déjà que mardi. Et en tout cas, on est en train de sentir, en tout cas, la ferveur religieuse qui anime les populations qui viennent un peu partout des 4 coins du Sénégal et du monde entier. On est déjà en train de sentir, en tout cas, cette ferveur religieuse ici à Touba. Que mardi, avec le Magal qui sera célébré le samedi, donc 19 novembre 2016, ici dans la ville sainte de Touba. Le Magal, c'est un jour de grâce. Rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a permis, encore une fois, d'être là pour célébrer le Magal avec nos concitoyens. Action de grâce, action de rendre grâce à Dieu, comme l'a voulu nous le recommander le cher, le vénéré cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, de tuer donc du poulet au chameau pour rendre grâce à Dieu. Alors, cher, maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, vous savez que le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, était en fin de matinée ici à Touba pour rendre une visite de courtoisie au khalife général des Mourides. Ousmane Tanor Dieng, vous le savez, qui a été intronisé président du Haut Conseil des collectivités territoriales, donc 2 semaines juste après son installation. Sa première sortie officielle, on peut dire, c'est ici à Touba. Nous l'écoutons justement. Il est au micro de Pape Bouna Thiaw. Vous me permettrez de remercier très chaleureusement mon frère et ami, Cheikh Bara Matiley. Nous sommes chez lui et toutes les années, lorsque nous venons ici, nous passons la journée avec lui et il nous donne tout ce qu'il faut pour que notre séjour soit agréable. Et lui d'ailleurs, il avait l'habitude de m'appeler président. Voilà que c'est venu et je venais le remercier pour ça. Remercier le khalife général des Mourides et lui souhaiter une longue vie et une bonne santé. Et souhaiter surtout que tous les chantiers qu'il est en train de mettre en œuvre ici à Touba et là-bas à Dakar, que Dieu lui donne les moyens et la santé de les parachever. Et il y a une coïncidence heureuse parce que, comme vous le savez, nous avons été installés par le président Macky Sall il y a exactement 2 semaines. Et voilà que notre première sortie nous dirige vers Touba, la Sainte, vers le khalife général des Mourides et la Sainte Famille. Et je pense que c'est symbolique et ça nous rassure d'être venus là et de bénéficier de ces prières pour ce que nous envisageons de faire pour le pays au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales avec tous les hauts conseils de la région de Diourbel et puis tous les hauts conseils qui étaient libres et qui ont pu venir. Et les recommandations du Khalif, c'est toujours comme d'habitude des recommandations fortes pour que nous ayons par-dessus tout le souci de servir notre pays parce que on nous a fait confiance, le président Macky Sall d'abord, et je lui ai demandé de prier pour le président Macky Sall, de prier pour le Sénégal, de prier pour la prospérité de notre pays, ce qui a été fait, donc nous partons réconfortés. Voilà Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui était venu rendre une visite de courtoisie au khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Et puis, cher Traoré, aussi, sachez que la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale était hier à Touba. Donc, une visite conduite par la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Anta Sarr Diako, qui est venu remettre l'appui de l'État au comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Le comité dirigé par le porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre. Et à cet effet, Anta Sarr Diako et sa suite ont été reçus par le porte-parole du khalife général des Mourides. La synthèse de Pape Bouna Thiaw.
Comme à l'accoutumée, le docteur Antassar Diako est venu apporter l'appui de l'État en denrées alimentaires pour l'édition 2016 du Grand Magal de Touba. Elle a été reçue par le porte-parole du Khalif Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. La déléguée générale à la solidarité nationale et à la protection sociale a réitéré l'engagement de l'État aux côtés du comité d'organisation pour couvrir les besoins alimentaires des milliers de fidèles qui sont attendus ici à Touba. C'est dans ce contexte que l'appui de cette année a été élargi aux populations défavorisées. Le porte-parole du Khalif n'a pas manqué de saluer l'engagement du président de la République Macky Sall au profit de la cause sociale. Il a ensuite prié pour un Sénégal de concorde et de paix. Voilà la délégation générale à la protection sociale qui était hier à Touba pour remettre l'appui de l'État en nature, et notamment du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Également, il était là, le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahim Aoun, sur instruction du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Aouer Kolsek, qui était venu en tout cas s'enquérir du dispositif sanitaire qui est déployé ici par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ici à Touba, nous écoutons le secrétaire général du ministère, Ibrahim Aoun. Il est interrogé par Ousmane Garifaye. Comme vous l'avez dit, c'est des millions de personnes qui vont être là pendant quelques jours, sur 50 000 hectares en gros. Donc ça veut dire qu'il y a également des possibilités d'infection, des possibilités de certaines maladies. Donc il faut que le ministère de la Santé soit là avant pour la prévention et également pour le curatif, si tant est que certaines situations se présentent. Alors, nous avons mis en place à peu près 150 postes de prestation de soins au niveau de la ville sainte, sans compter maintenant les autres structures des régions environnantes, région de Diourbel, région de Thiès également, Bambey, région de Louga, Darou Mousti, région de Bambey, Thiès, tout ça. Parce que tous ces hôpitaux également ont été, je ne vais pas dire réquisitionnés, mais en tout cas mis en alerte en cas de besoin. Donc à l'intérieur de la ville sainte, il y a 150 postes et puis il y a 1000 agents qui vont être déployés également pour animer les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les assistants infirmiers et tout, pour vraiment animer et puis répondre un peu aux besoins de soins de différentes populations qui vont se présenter ici. Également, le district sanitaire de Touba est en train de jouer sa partition pour la réussite du Grand Magal de cette année, édition 2016. Ce matin, en tout cas, une vaste caravane de sensibilisation et d'information s'est déployée un peu partout dans la ville sainte pour des messages de prévention d'hygiène, lavage des mains, désinfection de l'eau et également chauffage des aliments. On consultait donc les activités dans les différents espaces où il y a en tout cas une affluence de beaucoup de personnes. Une caravane de sensibilisation et d'information. C'est un reportage de Ousmane Garifaye. Perchés sur les pick-up du district sanitaire, les haut-parleurs distillent le fameux message de la prévention dans toutes les artères de la capitale du mouridisme. En cette période de Magal, le district n'entend point être en reste, en appoint aux efforts déjà consentis par l'État dans le domaine sanitaire. L'association des travailleurs du district, appuyée par les AIC, met la main à la pâte sous l'égide de l'infirmier chef de poste, pour qui il s'agit ici de sacrifier à une tradition déjà établie. À l'approche du Magal, le rôle du district, c'est de prendre en charge les pèlerins dans le cadre de leur santé. Et la santé, ça commence d'abord par l'hygiène, par la prévention. C'est pourquoi le district a pris le devant d'organiser une caravane qui va sillonner les artères de la ville, qui va sillonner les lieux de regroupement pour informer, sensibiliser les populations et les pèlerins dans certaines maladies, comme les maladies diarrhéiques, comme le palu, mais aussi dans le cadre de la prévention de l'hygiène. En ligne de mire de ces sentinelles de la prévention, il y a par exemple les maladies liées au péril fécal, au paludisme ainsi qu'à la tuberculose. Durant tout le Magal, ces caravaniers entendent communiquer sur les comportements que les pèlerins sont appelés à adopter pour se mettre hors danger. Pour lutter contre les maladies diarrhéiques, on demande à la population de se laver les mains à l'eau et au savon et à l'eau de javel, de bien conserver les aliments, de bien réchauffer les aliments et de bien entretenir les toilettes. Parce que dans les maisons, il y a beaucoup de populations, il y a beaucoup de pèlerins, donc il faut mettre l'accent sur l'hygiène. Quand l'hygiène tient, en tout cas la santé va venir. Faire en sorte que la sécurité sanitaire des pèlerins ainsi que des populations de Touba soit préservée en ces temps de grande affluence humaine. Telle est la noble mission que s'est fixée le personnel du district sanitaire. La caravane ainsi lancée sera de service jusqu'à la fin de l'événement.
Voilà, merci Ousmane Garifaye. Et nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du directeur général du petit train de banlieue, M. Omar Boun Khattab Silla, directeur général. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau ici à Touba. Bonsoir M. Gueye, merci de nous avoir invités sur ce plateau. Voilà. Monsieur le directeur général, on sait que en tout cas le transport des pèlerins d'Atalibé ici à Touba avec le convoyage par le train, c'est tout naturel, mais cette année vous avez pris des dispositions en tout cas tant du niveau des passagers que des conditions en tout cas de transport. Vous avez apporté beaucoup d'innovations pour que le voyage se déroule de façon réjouissante et de façon tranquille en tout cas pour les passagers qui prennent le train pour aller à Touba. Merci M. Gueye. En fait, vous avez raison de dire que cette année, nous avons pris des initiatives dans le sens d'agrémenter, devrais-je dire, le pèlerinage ici dans la ville sainte de Touba. Effectivement, le petit train de banlieue, de tout temps, a été le moyen de transport massif pour les populations, pour les pèlerins à l'occasion du Magal. Donc chaque année, c'est le petit train de banlieue qui assure la desserte entre Dakar, Thiès et la capitale du mouridisme. Naturellement, nous sommes venus remettre cette mission avec des innovations, c'est-à-dire transporter plus de pèlerins avec de meilleures conditions de sécurité. Justement, les conditions, vous les avez améliorées. Est-ce que vous pouvez rentrer en détail là-dessus? Voilà, les conditions, d'abord, ce sont des conditions de sécurité et de confort. Ensuite, nous avons augmenté, nous avons ajouté 4 circulations, c'est-à-dire que nous allons faire 4 trains de plus, 2 trains de plus à l'aller et 2 trains de plus au retour. Nous avons également des rames ventilées, mais aussi et surtout des rames climatisées à des tarifs vraiment très raisonnables, parce que c'est l'État qui a mis les moyens pour que nous puissions accomplir cette mission convenablement. Là, vous voulez aussi dire que donc c'est l'État qui a un petit peu supporté le tarif pour les pèlerins? Naturellement, la société, du moins la société, le petit train de banlieue est une société qui bénéficie de la compensation de l'État. Donc nous faisons la desserte sur Touba à l'occasion du Magal. Naturellement, si on devait appliquer des tarifs normaux, ça aurait été cher quand même pour les citoyens. Mais l'instruction du chef de l'État a été de mobiliser tous les moyens pour que le tarif soit d'abord acceptable pour le citoyen moyen, mais également pour que les conditions soient des meilleures. Donc sans la main de l'État, sans le secours de l'État, sans la contribution de l'État, on ne serait pas parvenu à un tarif aussi avantageux. Monsieur le directeur général, c'est vrai, il y a eu des innovations cette année, mais cela aussi intervient dans un contexte où le président de la République est en train de mener une vraie politique ferroviaire, en tout cas pour mailler le territoire national en ce qui concerne donc un réseau ferroviaire dense, et je pense que ça aussi, ça fait partie des projets phares du chef de l'État. Mais effectivement, il a eu son Excellence, son Éminence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, a eu à en faire le plaidoyer, pas plus qu'avant-hier, devant le Fonds monétaire international. En réalité, il a raison de dire que nous ne pourrons jamais nous développer sans les transports de masse. Et qui parle de transport de masse parle de transport ferroviaire. Je pense que le plaidoyer qu'il a eu à apporter, c'est un plaidoyer fort. Mais il faut aussi surtout revenir à l'historique, je pense, entre la ville de Touba et le transport ferroviaire. Cheikh Ahmadou Bamba, quand il partait en exil, il a eu à prendre le train. Serigne Mohamed Moustapha Mbacké, le fils aîné de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, quand il a voulu quand même entamer les travaux de la grande mosquée de Touba, c'est sur front propre du mouridisme que la voie ferroviaire Diourbel-Touba a été construite. Aujourd'hui, après plus d'un siècle d'expérience, nous nous rendons compte que nous ne nous développerons jamais sans les transports de masse. Alors le président de la République, naturellement en premier soldat, en premier avocat de la République, a décidé de porter ce combat pour que nous puissions émerger réellement. Et nous n'émergerons économiquement qu'avec les transports ferroviaires. Et il y a aussi, en tout cas, des mesures qui vont accompagner cela. Je parlais du maillage du territoire. Il y a aussi, en tout cas, un réseau dense qui va interconnecter l'ensemble des régions pour que les citoyens qui sont à Dakar puissent aller à Tamba, faire un très bon voyage dans un réseau interconnecté avec beaucoup plus de qualité. Ça fait partie des projets également. Effectivement, au niveau du ministère des Infrastructures, avec le TER également. Avec le train express régional, vous avez raison. En réalité, nous avons un projet de maillage interne. Un projet de maillage interne qui nous permettra de relier tous les sites utiles économiquement, socialement, pour en fait en faire un réseau
un réseau puissant et dense, lequel réseau sera en quelque sorte le pont de l'émergence, sur le plan économique et sur le plan ferroviaire. Nous avons aussi l'axe Dakar-Tamba pour assurer la desserte nord et pouvoir nous ouvrir au niveau de la frontière et atteindre les zones minières. Donc ce sont des projets qui vont porter. Nous parlons aujourd'hui aussi du TER, du TER, train express régional, dont les travaux seront lancés le 24 sous la tutelle du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Le TER sera une grande innovation technologique. Il faut avouer qu'en Afrique de l'Ouest, un projet d'une telle envergure n'a jamais existé. Donc nous serons les précurseurs en la matière. Et le président est très conscient de cela. Et c'est lui-même qui porte ce combat. Ce combat avec le TR sera le combat qui va nous permettre quand même de commencer réellement ce qu'on appelle l'émergence. Voilà. Et pour le Magal, les trains vont quitter Dakar. Quels sont les jours? Voilà, le premier train va quitter Dakar le jeudi, jour J-2, à 10h. Il y aura un deuxième train à 11h. Un troisième train, c'est-à-dire une troisième circulation à 12h. Un quatrième train qui va quitter toujours Touba, du Dakar à 14h. Et un cinquième train qui va quitter Guinguinéo à 10h. Donc le jour J-2, nous mettrons 5 trains. C'est le jour J-1, le vendredi, il y aura un premier train qui va quitter Dakar pour rallier Touba à 10h. Un autre train qui va quitter Dakar pour rallier Touba à 12h. Un troisième train qui va quitter Dakar pour rallier Touba à 14h. Et un quatrième qui va quitter Thiès pour Touba à 11h. Et le dernier va quitter Guinguinéo à 10h pour rallier la ville sainte de Touba. Mais aussi, au retour, le même dispositif sera reconduit. Parce que l'instruction du chef de l'État a été d'amener les pèlerins à bon port, en toute sécurité, avec le maximum du moins de confort. Donc, et c'est ce même schéma qui sera reconduit au retour. L'occasion, monsieur le directeur général, avant de vous laisser, de lancer un message pour des populations, en tout cas, de leur dire que des innovations sont apportées cette année et la capacité de transport a été augmentée. Effectivement, nous avons augmenté le nombre de circulations, c'est-à-dire le nombre de trains, et nous avons augmenté également le nombre de voitures, c'est-à-dire la capacité, nous l'avons augmenté. Et ce sera l'occasion pour nous d'aider les populations sénégalaises à rallier la ville sainte de Touba à moindre coût, avec beaucoup de sécurité, beaucoup de confort et bien sûr en évitant tous les agréments des voyages par voie routière. Donc nous invitons les uns et les autres à venir au petit train de banlieue parce que quand même nous comptons accompagner l'émergence. Voilà, merci beaucoup monsieur le directeur général du petit train de banlieue, Abdoul Oumar Boun Khattab Silla. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci. Voilà, merci. Donc c'était le directeur général du petit train de banlieue, Oumar Boun Khattab Silla, qui était venu nous parler en tout cas des mesures qui sont prises cette année pour améliorer les conditions de transport des talibés, des populations ici pour allier la ville sainte de Touba, commémorer le Magal donc prévu le samedi 19 novembre. Beaucoup de dispositions, tant du côté de la sécurité que du côté en tout cas de la qualité ont été prises pour ce Magal. Et pour ensuite poursuivre cette édition du Magal, vous savez, la résidence des hôtes Cheikhoul Khadim en tout cas est en train de connaître des transformations significatives importantes. Vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, sera là jeudi. Et pour cela, des travaux d'envergure ont été menés. Donc tout est presque fini pour accueillir le chef de l'État, construit par Fodji Limbaye. Tous les travaux, en tout cas, sont confiés à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Ici, Abibou Mbaye nous fait le point ici sur les travaux immenses, importants qui sont en train de se faire ici à la résidence des hôtes. Des cascades d'eau plantées dans un décor surplombé par la grande mosquée de Touba, prête à accueillir les hôtes du Magal. En attraction, ce mythique palais, réalisé depuis des décennies par Fodji Limbaye, et qui ne cesse de se moderniser au gré du temps. Et les dernières transformations en date, confiées par le Khalif à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, supervisées par Serigne Bassirou Abdou Khadre, sont prêtes à accueillir le chef de l'État dans quelques jours. Le projet, en fait, c'est une continuité. Cette année, on a voulu, en tout cas au niveau des transformations, aller un peu plus loin. Cette maison-là reste toujours d'actualité. C'est un palais. Mais pour nous, il fallait apporter des transformations sans pour autant toucher à la structure même de ce bâtiment et à sa beauté.
Le palais, dira l'architecte, a besoin de faire peau neuve à l'intérieur avec les meubles de dernière génération, comme à l'extérieur ou un microclimat pour rafraîchir le bâtiment et ses alentours. Ce qui a guidé un peu le projet, c'est-à-dire qu'il fallait créer un microclimat. Parce que vous savez bien, on est dans une zone qui est un peu chaude, donc il fallait, avec l'environnement, essayer de créer un microclimat pour rafraîchir un peu ce bâtiment-là et puis le rendre beaucoup plus moderne, beaucoup plus accueillant pour le futur. Mais il reste toujours d'actualité. Il n'y a pas vraiment de grande transformation qu'on peut dire, seulement il fallait l'adapter avec l'air du temps. Du moment qu'on a démarré, tout le monde disait qu'on ne pourrait pas finir ce bâtiment-là à temps. Et donc, mais je pense qu'avec la volonté, avec les gens qui ont travaillé, on a fait du 3x24. Du 3x24, c'est-à-dire jour et nuit, pour pouvoir terminer dans les temps. Et que ce bâtiment-là reste toujours vraiment le palais de Seigne Touba, où toutes les autres marques vont y habiter. Depuis Abdou Diouf, en passant par Abdoulaye Wade et aujourd'hui Macky Sall qu'on l'attend dans ce palais-là. Dans cette résidence, des dispositions sont ainsi prises par une autre organisation dénommée Diwan pour améliorer les conditions de séjour dans d'autres domaines. En ce qui concerne notre rôle ici dans la maison, c'est d'héberger, d'accueillir et de sécuriser les personnes ainsi que leurs biens durant les 15 jours du Safar, durant les premiers 15 jours du mois de Safar. Ainsi, les hôtes de marque pourront y séjourner à l'instar des autres résidences conçues par les Mourides sur fonds propres pour le mieux-être des hôtes du Magal. Voilà, merci Habib Mbaye pour en tout cas ce qui concerne la résidence des hôtes de marque et parmi donc ces hôtes de marque le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui sera là jeudi ici à Touba dans la ville sainte, attendu par toute la population de Touba. Et puis vous le savez, pour la couverture médiatique, la RTS, la télévision nationale en tout cas, a déployé un important dispositif tant du côté humain que sur le plan de la logistique pour que vous ne ratiez rien pour ce grand Magal de Touba édition 2016, un impressionnant dispositif de couverture médiatique. Et pour en parler, le directeur de la télévision, Tidiane Barry, coordonnateur général de la mission RTS, qui revient sur tout cela au micro de Ousmane Garifay. Cette année, nous avons anticipé et nous avons déployé un dispositif assez impressionnant, fort de 73 personnes, 62 de la production, de l'information et des techniciens et autres, et une dizaine du commercial. Le directeur général nous a donné comme instruction de venir très tôt, de faire le nécessaire, le travail de repérage et d'identification des sites à filmer, ainsi que des personnes ressources à rencontrer pour les besoins du tournage final. Il est prévu en fait de faire des journaux télévisés spéciaux à partir d'aujourd'hui, 13h et 20h, ainsi que le journal Wolof de 19h. Il y aura forcément une incursion tous les jours avec des reportages réalisés sur le terrain. Il y aura aussi la page Wadjel Magal qui passe après le journal avec des sujets plus ou moins intemporels qui ont été tournés avant l'événement. Donc c'est dire que nous sommes en train de quadriller en matière d'information tout bas pour faire en sorte que chacun s'y retrouve. La RTS est au diapason avec des moyens importants déployés par le directeur général et nous sommes chargés justement d'exécuter sa volonté de faire en sorte que Touba cette année puisse être une réussite totale en matière de médiatisation. Voilà, Tidiane Barry, coordonnateur général de la mission RTS ici à Touba, avec un impressionnant dispositif déployé ici par la RTS, par le directeur général, M. Racine Talla, pour un bon déroulement du Magal de Touba. Voilà, cher Traoré, si vous m'apercevez, cher Retnek, en tout cas, c'est ce qu'on peut retenir pour ce soir, ce soir en direction du Grand Magal de Touba. Sachez que, cher le président de la République, son Excellence M. Macky Sall sera là le jeudi et également, voilà, rappelez également le programme alléchant en tout cas qui vous attend avec la page Wayal Magal qui va suivre donc après cette édition de 20h avec Habib Mbaye donc à la présentation. Merci de nous avoir pris dans ce 20h et on se retrouve très prochainement à demain 20h. Bien sûr, Bamba, on se retrouve demain à 20h, Inch'Allah, et j'espère que cette fois-ci, vous serez mieux éclairé pour que je puisse vous identifier à temps.
On se donne rendez-vous. Donc demain, on parle de la FIDAK 2016. La Chine vient avec 125 entreprises. Elle va occuper 3200 mètres carrés. Cette année, le pavillon vert qui avait pris feu l'année dernière sera fonctionnel. Les travaux de réhabilitation avancent. En visite de chantier, le directeur général du CICES annonce l'obligation pour chaque exposant d'avoir une assurance. Thierno Amadoussi. FIDAK 2015, le pavillon vert a pris feu et les exposants ont presque tout perdu. En 2016, le pavillon va reprendre service avec un vaste chantier de réhabilitation initié par les autorités du CICES. Le pavillon vert, pour qui n'a pas été informé de l'incendie, ne peut imaginer qu'ici il y avait un incendie l'année passée. Tout a été remis à l'ordre, la toiture elle est faite, les murs sont repris, la charpente elle est reprise et en fait le pavillon vert est en mesure aujourd'hui d'accueillir un événement d'ampleur de la FIDAK 2016. De l'incident de 2015, plusieurs enseignements sont tirés. Pour l'organisation de la FIDAK, c'est pour garantir une sécurité maximale aux visiteurs et exposants. Dans le matériel, nous avons pu s'attacher des services de spécialistes qui vont nous fournir tout le matériel de sécurité incendie. Sur le plan organisationnel, des innovations ont été faites. Il sera interdit formellement cette année de passer la nuit au niveau des pavillons. Autre chose, autre mesure organisationnelle, nous avons demandé à tous les exposants d'aller chercher une assurance pour les marchandises qu'ils exposent au niveau de la FIDAK. Cette année, la Chine arrive en force. Un chapiteau de 3200 mètres carrés prend forme et c'est pour recevoir 125 entreprises chinoises. Ce n'est pas sur la base d'un protocole entre la Chine et le CICES, c'est une affaire purement commerciale et économique entre la Chine et le Sénégal. Donc c'est une exposition sinon sénégalaise. Et vous avez dû le constater, c'est un chapiteau de 3200 mètres carrés d'un seul tenant. C'est un chapiteau qui n'existe, qu'on n'a jamais vu aussi au CICES. Faire de la FIDAK un rendez-vous sûr avec une parfaite organisation, c'est une priorité au CICES. À quelques jours de l'ouverture de la foire internationale, le centre international change de visage. L'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, c'est l'objet de la conférence organisée ce matin à Dakar par Ecobank, une occasion saisie par Ecobank pour échanger avec les chefs d'entreprise sur les enjeux liés aux difficultés rencontrées par les PME en termes d'accords de crédit. Thierno Diallo. La question liée à l'accès au crédit des PME a réuni différents chefs d'entreprise du pays. La réflexion a été portée par Ecobank, la banque panafricaine, classée parmi les 10 premières sur le continent. Au cours de ces 3 dernières années, Ecobank s'est pleinement engagé à soutenir les PME africaines. De nombreuses actions ont été menées dans les filiales pour accompagner les PME non seulement sur le plan du financement, de l'activité et de leurs investissements, mais aussi en termes de renforcement des capacités et de saisie des opportunités de marché. Cette initiative d'Ecobank a été saluée par le gouvernement. Vous, chefs d'entreprise des petites et moyennes entreprises, vous avez un potentiel extrêmement intéressant. Et l'environnement aujourd'hui économique fait que les banques s'intéressent à ce que vous faites, s'intéressent à vos préoccupations. Donc il faut saisir cette opportunité et je suppose qu'il y a beaucoup de PME qui sont là. Profitez donc de ces rencontres pour faire des B2B avec le directeur général de Ecobank qui est très réceptif. À côté du secteur privé, l'État a dégagé d'importants moyens pour accompagner les PME. S'agissant du montant de la commande publique, une dernière analyse faite par la Direction générale des finances sur le budget de 2016 montrait qu'il y a 1500 milliards que dégageait ce budget comme opportunité d'affaires offerte au secteur privé local. Au Sénégal, la méconnaissance des PME au processus d'accès au crédit demeure une problématique à résoudre. Au niveau de l'ADPME, on a des formations qui sont spécialement dédiées à cette question, qui consistent à voir comment faciliter. La démarche d'Ecobank vise à améliorer la performance et la compétitivité des PME sénégalaises, moteur d'accélération de la croissance économique de notre pays.
Le ministère des Forces armées tient un atelier pour promouvoir l'égalité des genres au sein de l'armée. La formation et une organisation sectorielle sont les mécanismes qui seront étudiés avec le Centre pour le contrôle démocratique des Forces armées de Genève. C'est un compte rendu de Fatou Sakho. Les forces armées se sont ouvertes aux femmes depuis 1984 avec l'incorporation d'élèves officiers médecins. Plus tard, en 2006, elles sont admises à la gendarmerie et dans les autres corps. C'est ainsi qu'en 2011, une stratégie sectorielle genre a été adoptée par le ministère. Ce cadre d'orientation stratégique a un double objectif. D'abord, instaurer un environnement socio-culturel, juridique et institutionnel favorable à l'équité et à l'égalité de genre dans les forces armées